L'accord cadre d'Addis Abeba mérite d'être vulgarisé pour que les Congolais s'en approprient. C'est le credo de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées qui lance dans les prochains jours une campagne de vulgarisation de cet accord. Et puis le président de l'Assemblée nationale du Congo, Justin Kumba, a conféré ce vendredi à Kinshasa avec son homologue de la RDC, Aubin Minakou, sur les assises parlementaires régionales qui vont se tenir fin mai à Brazzaville. Antena, le journal, vous est présenté par Patricia Amouli. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir. Il se tiendra à Brazzaville, capitale de la République du Congo, la conférence régionale axée sur le dérèglement climatique et la problématique de la révision de la constitutionnelle en Afrique. L'annonce de ces assises a été faite ce vendredi 11 avril 2014 par le président de l'Assemblée nationale du Congo, Justin Kumba, au cours de l'audience lui accordée par son homologue Aubin Minakou, Laine Bofandombungu, Blaise Zonda. En prévision de la tenue de la conférence régionale pour la section Afrique qui se tiendra du 26 au 27 mai à Brazzaville, le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, Justin Kumba, a traversé le fleuve Congo pour conférer avec son homologue de la République démocratique du Congo, Aubin Minakou, accompagné du premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les échanges ont tourné autour de l'élaboration des matières qui seront à l'ordre du jour et devront être adoptées lors des assises de Brazzaville. Cette rencontre sera axée notamment sur le dérèglement climatique, la bonne gouvernance et la problématique des révisions constitutionnelles en Afrique. L'Assemblée générale d'Afrique, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui sera suivie de la conférence parlementaire sur le changement climatique. Et nous avons le devoir de venir examiner avec le premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et le président Aubin Minakou pour affiner un peu l'ordre du jour qui sera adopté à Brazzaville et regarder les points saillants que nous allons examiner ensemble. C'est un ordre du jour classique, d'abord l'examen de la situation politique en Afrique et puis voir la gouvernance, la bonne gouvernance, le rôle du Parlement dans la bonne gouvernance et une question sur les constitutions post-conflit et la gouvernance démocratique. C'est par le Beach Ngobila que la délégation du président de l'Assemblée nationale du Congo, Brazzaville, a regagné l'autre rive. Et puis, les mauvais traitements infligés en masse aux Congolais de la République démocratique du Congo vivant à Brazzaville n'a pas laissé indifférents les autorités du pays. Une délégation conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères et de l'Intérieur se sont rendus à Brazzaville pour s'enquérir de la situation. Déjà, une commission d'enquête bipartite a été mise en place. Lydia Elambo, dans Momat, nous en parle. Arrivée sur place à Brazzaville, la délégation venue de Kinshasa a été d'abord conduite à l'ambassade de la République démocratique du Congo où sont logées plusieurs victimes de l'opération Mbata Yabakolo. Après avoir recueilli les témoignages de ses compatriotes, le vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC et sa suite sont allés rencontrer le ministre de l'Intérieur de la République du Congo, Zéphirin Mboulou. À l'issue de la rencontre, les autorités de deux Congos ont décidé de la mise en place d'une commission technique mixte chargée de la gestion concertée des expulsions des ressortissants de la RDC. Il y aura des experts qui viennent de Kinshasa et les experts de Brazzaville. Ils vont travailler de concert. Ils vont travailler ensemble pour encadrer l'opération, pour éviter les bavures. Parce que nous avons remarqué que d'un côté, il y a les responsables du Congo qui ont décrété, n'est-ce pas, la discipline, qui ont écrit des documents s'adressant aux agents de l'ordre pour qu'ils respectent les gens qu'ils interpellent, qu'ils puissent respecter les biens de ces personnes, mais dans la pratique. Il faut souligner qu'il y a une sorte de ras-le-bol chez les Congolais qui ont toujours offert un bon accueil aux étrangers sur leur sol. Cette hospitalité, que d'aucuns qualifient de légendaire au nom de la solidarité africaine et humanitaire, pourra-t-elle se poursuivre si la chasse aux Congolais se perpétue? En tout cas, rien n'est moins sûr.
Vous le savez, le président soudanais Omar El-Béchir a pris part au 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA tenu à Kinshasa sans pour autant être inquiété, raison pour laquelle la Cour pénale internationale a exprimé sa plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies du fait que la RDC n'a pas pu livrer ses chefs d'État accusés des crimes contre l'humanité. Mais qu'est-ce qui justifie cette démarche de la CPI? Son chargé de communication en République démocratique du Congo a abordé les sujets avec Lilan Dani et Damien Maungu. Pour n'avoir pas livré le président soudanais Omar El-Béchir lors de la tenue du 7e sommet des chefs d'État du COMESA en RDC. Paul Madidi, chargé de communication de la Cour pénale internationale en RDC, explique. En cas face à une non-coopération d'un État parti vis-à-vis de la Cour pénale internationale, la CPI s'en remet au Conseil de sécurité des Nations Unies ou à l'Assemblée des États partis. C'est ce qu'elle a fait. La RDC qui a délibérément refusé de coopérer avec la Cour, en n'arrêtant pas M. Béchir, la Cour pénale internationale a donc saisi, s'en est remise au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'Assemblée des États partis. Maintenant, il revient à ces deux organes de prendre les mesures nécessaires qu'elles estiment nécessaires. Est-ce que la RDC est le seul pays à subir ces conséquences du statut de Rome ou il y en a bien eu d'autres? La Cour pénale internationale, en son temps, avait fait la même chose en saisissant le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Assemblée des États partis quand le Kenya, l'Ouganda et le Tchad avaient reçu sur leur sol le président soudanais. Les mesures seront prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies selon que le prévoit la charte. Quel sera le sort de la RDC? L'avenir nous le dira. Dans un autre chapitre, la plateforme de la société civile Agir pour des élections transparentes et apaisées lance une campagne de vulgarisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Pour ce faire, elle a publié une brochure en version française et anglaise reprenant cet accord et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La motivation de cette campagne a été expliquée jeudi 10 avril 2014 à la presse au siège de AETA à la 3e Limité, témoin de l'événement, Alain Kuka et Jusen Belebele. On pourrait bien se demander pour quelle raison bon sang AETA, qui est une plateforme d'éducation civique et électorale, se lance-t-elle aujourd'hui dans une campagne de sensibilisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Eh bien, la réponse est toute simple. Cet accord conclu pour la paix, la sécurité et la coopération dans le Grand Lac comporte aussi des enjeux électoraux. Les 2e et 6e engagements qui concernent respectivement la décentralisation et la réconciliation nationale, la tolérance et la démocratisation du pays retiennent entre autres indicateurs d'évaluation l'organisation des élections crédibles, transparentes, justes et apaisées devant permettre la consolidation de la démocratie participative et de la paix durable. Or, il se constate que quelques aspects du processus électoral 2013-2016 achoppent encore à ce jour. AETA exige par ailleurs que les élections provinciales, sénatoriales des gouverneurs et vice-gouverneurs puissent constituer la toute première étape du processus électoral 2013-2016. Cette plateforme recommande notamment au président de la République d'intégrer dans les priorités de son action politique la mise en œuvre effective des engagements souscrits au terme de l'accord cadre d'Addis Abeba. Déjà, il faut rappeler que le mécanisme national de suivi est à pied d'œuvre. Il ne reste plus qu'une vraie appropriation populaire de cet accord. Espérons que la campagne de vulgarisation que lance aujourd'hui AETA donnera un coup de pouce dans ce sens. J'ajoute aussi qu'au mécanisme national de suivi, le coordonnateur François Mwamba a eu une séance de travail ce vendredi 11 avril 2014 avec une délégation de Oxfam RDC. Les échanges ont tourné autour des recommandations qui seront issues de l'atelier sur le benchmark. Sylvie Fortuné-Mboula, Précieux Mangonzoy.
Les organisations de la société civile participent aussi à l'élaboration du plan d'action national de mécanismes de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Oxfam RDC, qui travaille avec les communautés à la base et œuvre pour la paix, a examiné avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mamba, les meilleures voies d'une coopération entre les deux institutions. Nous sommes très intéressés vraiment à participer au 6e point qui concerne la réconciliation, la décentralisation, puisqu'en fait, nous travaillons avec les communautés à la base et nous disons toujours que nous craignons à ce que les indicateurs ne puissent pas tout simplement toucher les effets sans aller dans les causes profondes des conflits qui sont en train de toucher les communautés à la base. Puisqu'en fait, les groupes armés, pour nous, ce n'est qu'une conséquence. Mais il y a des causes profondes qui sont des conflits fonciers, qui sont des conflits coutumiers, qui sont des conflits de pouvoir aussi, et parfois des conflits identitaires. Et donc, les éléments qui seront apportés par les organisations à la base, nous voudrions vraiment nous rassurer à ce que lors de l'élaboration des benchmarks au niveau national, que ces éléments soient pris en compte. Le coordonnateur du MNS, qui s'est dit honoré de cette visite, a souhaité vivement que les acteurs de la société civile s'impliquent davantage dans la sensibilisation et la vulgarisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans un autre chapitre, 282e du groupe, l'Union démocratique du peuple libre, UDPL, a signé ce vendredi 11 avril 2014 le code de bonne conduite à la maison des élections ex-Kinmazière à la Gombe. La commission électorale nationale indépendante en appelle aux autres partis politiques pour prendre l'engagement de compétir dans la paix durant le cycle électoral 2013-2016. Eric Izami, Nadia Koulafouka. Sur les 455 partis politiques régulièrement enregistrés en RDC, 282 ont déjà souscrit à œuvrer pour la paix au cours du processus électoral enclenché 2013-2016. Vendredi 11 avril, le parti politique dénommé Union démocratique du peuple libre UDPL a, par son président Kakwanda Akelebagi, apposé sa signature au code de bonne conduite de partis politiques à la maison des élections. Ces partis politiques a déjà fait accréditer 2 mandataires à la Commission électorale nationale indépendante. Les 2 mandataires dûment envoyés ont signé également depuis le 8 février 2014 au Palais du Peuple les protocoles d'accord instituant les comités de liaison entre la Commission électorale nationale indépendante et les partis politiques. Après avoir apposé sa signature sur ce document, le numéro 1 de ce parti politique a serré la main de Madame Elodie Tamuzinda, membre de la plénière de la CENI en signe de partenariat. Le code de bonne conduite est un texte fondamental qui lie le parti politique à la CENI afin de défendre l'intégrité pour les acteurs politiques en période électorale. Ces documents présentent des avantages liés, par exemple, au maintien d'un climat de paix pendant les processus électoraux. Profitant de cette occasion, l'Union démocratique du peuple libre a invité les autres formations politiques à signer ce document pour la paix, seul gage sérieux pour bâtir un pays plus beau qu'avant. Et puis les différentes plateformes de la société civile en collaboration avec la Maison de la laïcité organisent du 10 au 12 avril 2014 les premières rencontres citoyennes de Kinshasa. Les thèmes retenus et les citoyens conscients de son destin. Ces assises se penchent sur des questions qui touchent à la vie de populations congolaises telles que la problématique de la dette publique congolaise. La cérémonie d'ouverture a eu lieu à l'école Lissala dans la commune de Kassavubu. José Moussangana pour la suite. Différentes organisations citoyennes se sont réunies en collaboration avec la Maison de la laïcité afin d'éclairer la lanterne de la population congolaise sur des questions socio-économiques. Ainsi, plusieurs points ont été abordés, notamment la dette extérieure de la République démocratique du Congo, encore Victor Ndouzi, paysan et altermondialiste. Un audit citoyen de la dite dette est nécessaire. Quand nous voyons la dette aujourd'hui, les citoyens vivent ça, toutes les routes qu'on fait. On a toujours un petit panneau là, Union européenne, Banque africaine de développement, Banque mondiale. Donc pratiquement tous les fonds, le mangouélé, vaccination, l'argent vient d'ailleurs. Mais il faut que les citoyens se posent la question. Et aujourd'hui, nous avons les ressources du pays. Et ces ressources, on ne sait pas, les retombées vont où? Mais c'est à cause de la dette. Il faudrait que les citoyens fassent les liens entre la dette et nos ressources qui sont confisquées. Donc les citoyens doivent comprendre et c'est pourquoi nous disons, nous avions déjà exigé l'audit de la dette. C'est-à-dire qu'on sache à qui on doit
combien on doit et pourquoi on doit. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? À cela s'ajoute aussi la construction du barrage Inga 3 qui, selon l'altermondialiste, profiterait plus aux étrangers qu'aux nationaux. Inga 3, c'est pour alimenter l'extérieur, en grande partie. C'est pour faire ce qu'on est en train de faire, de dire le boulevard, comme on le dit avec l'Internet, de l'énergie. Donc alimenter l'Afrique du Sud et amener l'électricité vers l'Afrique du Nord. Ces premières rencontres prendront fin le samedi 12 avril. Une nouvelle compagnie aérienne de la République démocratique du Congo verra bientôt le jour, dénommée Congo Airways. L'annonce a été faite ce vendredi 11 avril 2014 par les ministres de Transport Justin Kalumba et du portefeuille Louise Munga, témoin de l'événement Paulin Kalamba et Rubens Belengeni pour le compte d'Antena. Je disais... La régie nous fait signe qu'il y a un petit problème technique. La FAO, à travers le programme UN-RED et Comifac, a organisé un atelier d'un jour sur l'état d'avancement du système national de surveillance de forêt en République démocratique du Congo. Les travaux du dit atelier ont eu lieu jeudi 10 avril 2014 au Salon Bonobo de l'Hôtel Vénus à Gombe. Patricia Molengo-Mbolekuni, Pepito Matondo, commentaires et images. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dû à la déforestation et à la dégradation de forêts, RED en sigle, qui est une initiative incitative et volontaire de lutte contre la déforestation et la dégradation de forêts dans les pays en développement. C'est dans cet ordre d'idées que la FAO, avec plusieurs autres partenaires internationaux, ont réfléchi avec les experts congolais pour évaluer l'état d'avancement du système national de surveillance de forêts en République démocratique du Congo. Pour la FAO, les recommandations et résolutions issues de ces travaux vont permettre d'améliorer les conditions de vie des populations comme base pour un défi commun, d'où son appui dans la matérialisation de cet atelier. Je suis donc heureux du rôle technique porté par la FAO dans ce cadre-là, et notamment au travers du développement d'un système national de surveillance des forêts dans le cadre du processus MNV. Je voudrais terminer pour vous rassurer de la disponibilité de l'engagement de la FAO à accompagner la RDC dans le mécanisme de système national de surveillance des forêts. Pour le représentant du ministre de l'Environnement et Conservation de la Nature qui a ouvert cet atelier, ces travaux vont aider la République démocratique du Congo à contribuer véritablement au processus de sauvegarde de l'humanité tout entière contre les effets néfastes du changement climatique. Si la régie est prête, je le disais, une nouvelle compagnie aérienne verra bientôt le jour en République démocratique du Congo dénommée Congo Airways. La note a été faite ce 11 avril 2014 par les ministres des Transports Justin Kalumba et du portefeuille Louise Munga, témoin de l'événement Paulin Kalamba. Et puis la traditionnelle jeudi sinistre, opération au cours de laquelle la SONAS indemnise ses abonnés victimes des sinistres, a eu lieu à l'endroit habituel, à savoir l'espace jeudi sinistre à Limité 7e rue. Au total, 142 dossiers ont été apurés en rapport avec les assurances vie, incendie et automobile. Dieu merci Nzob Mabiala, Sylvie Fortuné Mboula et Willy Kacha. 3 branches ont fait l'objet de la paie de dossiers sinistres à l'espace jeudi sinistre délimité, c'est 10 avril 2014. Il s'agit des assurances vie, incendie automobile. Celles-ci ont été payées par l'assureur national pour soulager tant soit peu les dégâts causés par un sinistre, du moins pour ceux qui ont choisi la SONAS comme assureur. Ici, pour le paiement de jeudi sinistre aujourd'hui, j'étais victime d'un accident de circulation routière. En tout cas, après essais, moi qui suis très bien, sans aucune difficulté. La SONAS se paye. Ne te trompez pas que la SONAS ne paye pas. Ne te trompez pas. Venez, c'est souscrit au niveau de la SONAS et ça doit vous payer. Bon, il n'y en a pas aucune complication, mais vous savez que c'est une administration. Il faut que
faut un peu de processus, mais ce n'est pas une chose grave. Qu'en est-il alors de 3 branches précitées? L'assurance vie, elle, a pour but de garantir l'intégrité physique de l'individu et les conséquences d'accidents, des maladies, des décès prématurés ou des vieillesses prolongées. Quant à l'assurance incendie, elle fait partie de l'assurance des dommages lorsqu'il y a préjudice. En termes de garantie, elle couvre les bâtiments, les recours de voisins contre un incendie ou début d'incendie. Mais seulement, elle ne couvre pas les dommages causés intentionnellement ou provoqués par l'assuré ou avec sa complicité. Enfin, l'assurance automobile, elle, couvre les dégâts matériels, l'incendie, le vol et tout risque subi par les véhicules du fait d'une action involontaire de l'assuré ou des tierces. Un mot sur la Chambre haute du Parlement. Après examen approfondi, les sénateurs ont voté ce 11 avril 2014 la loi portant sur la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et petits calibres et leurs munitions. Éric Izami, Blaise Zonda. La Chambre haute du Parlement a voté vendredi 11 avril la loi relative à la signature de la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères, les petits calibres et de leurs munitions. Les sénateurs, après avoir examiné en profondeur en commission cette convention, ont voté les rapports de la Commission Relations extérieures. À ces propos, ils ont opté par un vote d'autoriser le gouvernement central à ratifier cette convention qui vise l'élimination des armes légères, les petits calibres et leurs munitions en Afrique centrale. Pays post-conflit, la République démocratique du Congo a toujours milité pour le nettoyage de son territoire, puis par extension de toute la sous-région pour éviter des tueries en Syrie et à grande échelle telles que vécues dans plusieurs pays d'Afrique au cours de ces 2 dernières décennies. Le Congo-Kinshasa a d'ailleurs en son temps organisé des campagnes multiples et variées pour lutter contre la circulation des armes de toutes marques que ce soit, avec une motivation bien précise au sein de la communauté. Dans la capitale Kinshasa par exemple, l'opinion se souviendra de l'opération Armes contre $100 américains, campagne menée par le PAREC du pasteur Ngoï Mulunda, qui du reste avait réussi à reprendre plusieurs armes détenues illégalement par la population civile. Nous vous le disons hier, Justin-Marie Bomboko Lokumba n'est plus. Il a rendu l'âme jeudi 10 avril 2014 de suite d'une longue maladie aux cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles en Belgique. L'illustre disparu était âgé de 86 ans. Il est considéré comme l'une des icônes de la politique en République démocratique du Congo. Son portrait vous est brossé ici par Patrick Borel-Moukedi et Anne-Marie Ossite. Né en 1928, Justin-Marie Bomboko fut un homme politique congolais. Il aura été dès 1960-1961 commissaire général aux affaires étrangères, au commerce extérieur et président du collège des commissaires généraux. Il deviendra ensuite ministre des Affaires étrangères de 1960 à 1963 et de 1965 à 1969. Justin-Marie Bomboko est le premier Congolais diplômé de l'Université libre de Bruxelles et fondateur de l'Union des Anamongo. De son combat politique, l'on peut retenir qu'il a appris une part active à la composition des 2 premières républiques. Il sera en outre membre du bureau politique puis du comité central du MPR, Mouvement populaire de la Révolution, parti cher à Joseph Désiré Mobutu, dont il fut l'oncle. En 2012, il s'est vu décoré pionnier de l'indépendance du Congo. Il a été d'abord journaliste puis politique rompu. Justin-Marie Bomboko laisse de nombreux souvenirs qui marquent l'histoire autant riche de la République démocratique du Congo. Izami Eric et Lunda Blaise ont glané pour vous quelques témoignages. Suivez. Et j'ai été avec lui pendant le comité central où il a joué un rôle très important. Il était vice-premier ministre chargé des affaires étrangères. Quand je suis venu vice-premier ministre, le président a demandé que moi je puisse aller du côté, n'est-ce pas, du ministère de l'Intérieur. J'ai succédé à Bomboko. Je le connais personnellement parce que, en fait, c'est un grand homme. Ceux qui ont signé l'acte d'indépendance, Bomboko, voilà les 4 personnes, il est le dernier qui vient de partir. D'abord, son premier ministre belge, le ministre des Affaires étrangères belge, et du côté congolais, c'est Bomboko comme ministre des Affaires étrangères et Lumumba comme premier ministre. Voilà les 4, ceux qui ont signé l'acte de l'indépendance. Bomboko est le dernier qui vient de partir.
Je crois que l'histoire va retenir ceci, que c'est un grand homme. Un grand homme, un politique. Et je crois que je regrette qu'il n'a pas pu mettre ses idées par écrit. Je sais qu'il y a des historiens qui ont essayé de l'aider, mais c'est dommage. On aurait souhaité qu'avant sa mort, que ses idées puissent publiées. Mais je pourrais dire que pour ma part, Bomboko Justin Marie, c'est le diplomate par excellence. C'est quelqu'un qui a commencé la diplomatie au moment les plus chauds, c'est-à-dire après l'indépendance de notre pays, alors que le pays est déjà confronté en ce moment-là à des tentatives de balkanisation. Nous sommes confrontés à une situation administrative déplorable parce que l'indépendance de notre pays avait été assez mal préparée et elle a été mal donnée. La Belgique nous avait lâchés dans les conditions que l'on sait. Et Justin Marie Bomboko est de ceux qui ont dû participer à des véritables joutes aux oratoires aux Nations Unies ou ailleurs pour défendre la position de notre pays. Donc dans ces balbutiements-là, il apparaît comme un grand négociateur, un homme très souple, quelqu'un qui, en se basant sur la philosophie et la culture de sa tribu, les Mongos, c'est-à-dire où la sagesse du Losako donne à quelqu'un la possibilité de trouver des réponses à beaucoup de situations. Et Justin Marie Bomboko sera donc un félin dans la diplomatie à l'époque. Alphonse Kinakaziko, lui, est retraité de la SCTP ex-ONATRA. Il quitte d'office le syndicat Solidarité où il a évolué durant 30 ans. C'est vendredi. Les membres du syndicat Solidarité auquel il était affilié lui ont remis de présent pour son dévouement. C'était au bâtiment Palace ONATRA à Gombe. Paulin Kalamba, Lydia Elambo. Reportage. Il aura donné les meilleurs de lui-même durant ces 30 années passées à l'ONATRA, devenu SCPT aujourd'hui. Suite à sa mise en retraite, Kinakaziko Alphonse quitte en même temps les syndicats solidaires, mais pas les mains vides. Étant retraité, nous devons lui reconnaître, lui poser un geste de reconnaissance. C'est le cadeau que nous lui avons remis. Pour avoir reçu ses lecteurs DVD et un ventilateur de la part de ses collègues syndicalistes, Alphonse Kinakaziko n'a pas caché sa joie. Les cadeaux, vous direz que c'est peu. Mais un cadeau reste un cadeau. Et c'est un signe d'amour qu'on exprime à celui-là. Vraiment, ça reflète notre besoin familial. Donc, je vous encourage à beaucoup soutenir ces syndicats. Un verre d'amitié a été partagé à cette cérémonie d'adieu. Le complément de l'actualité, c'est à travers la revue de presse. Les tabloïds de journaux de ce 11 avril ont été sélectionnés et commentés pour vous par Don Momat. Bonsoir. Kinshasa, l'opération Mbata fait tiquer. C'est le sujet à la une du journal Le Phare. L'opération Mbata ya Mokolo, lancée depuis le week-end à Brazzaville contre le malfaiteur, s'est transformée au fil de jours et déplore le tabloïd en une chasse aux sorcières dirigée contre le Congolais de Kinshasa. Ces derniers sont arrêtés de leur lieu de résidence, dépouillés de leurs biens parfois frappés avant d'être regroupés dans différents commissariats de Brazza pour finalement être reconduits en République démocratique du Congo. Le calvaire que sont en train de vivre le Congolais de Kinshasa, renchérit le confrère, n'a pas de quoi étonner. C'est le même scénario qu'ils vivent en Angola, en Zambie, en Tanzanie, au Rwanda ou au Burundi. Suite aux bavures observées dans l'exécution de l'opération Mbata ya Mokolo, une commission mixte composée d'experts de la RDC et de ceux de la République du Congo va être mise en place dans le plus bref délai en vue d'encadrer la dite opération. C'est ce qu'annoncent les dépêches de Brazzaville. Dans un autre registre, Géopolis Hebdo titre « Le Grande Manœuvre ». Le voici, le PPRD sera en congrès à Mbandaka pour adopter des résolutions puissantes qui devront entraîner des changements profonds dans le pays. Ces partis voudraient en effet deux choses. Primo, doter le pays d'une nouvelle du parti. À la MP, c'est Bahatilou Kwebo qui pourrait remplacer Obin Minakou. Du côté opposition par contre, tout est mis en œuvre pour barricader la route à toute révision constitutionnelle. La dynamique de partis extra-parlementaires de la majorité présidentielle aurait à en croire la prospérité une pétition en chantier pour la révision constitutionnelle.
La Constitution a rappelé la DPMP donne mandat à 4 personnalités pour l'initiative de sa révision en cas de besoin. Il s'agit du président de la République ou du gouvernement après délibération en Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres et enfin à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des 2 chambres. La DPMP va donc recourir à la dernière personnalité pour la révision constitutionnelle. Voici confirmé une fois de plus les grandes manœuvres dans l'espace politique congolais dont évoquait Géopolis. Le point saillant évoque les vraies raisons de l'agression d'Adrien Foba à Boma. Le journal parle entre autres de l'hostilité dans les milieux de l'UDPS qui reproche à Adrien Foba de siéger à l'Assemblée nationale, contrairement à la demande de Tien Tshisekedi. Ce député est également reproché d'avoir changé son nom pour se faire passer pour fils de Monseigneur Mbadou, évêque émérite du diocèse de Boma. Selon Forum des As, ces députés seraient dans la tourmente, présumés être mêlés surtout dans cette affaire de trafic des êtres humains dans son propre fief électoral. Adrien Foba serait en difficulté vis-à-vis de certains de ses électeurs. De nombreux journaux parus ce vendredi à Kinshasa ont rendu hommage à celui qu'ils qualifient comme étant un des pères de l'indépendance de la RDC, en l'occurrence Justin Bomboko. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. À 20h20 ce soir, vous allez suivre l'émission Top 10 avec Tito Mabwidi. C'en est fini pour ce soir. Excellent week-end en compagnie de programme d'Antena. Au revoir.